J'ai marché dedans. Encore une fois. La troisième fois cette semaine. Une crotte de chien juste devant ma porte, dans notre cour partagée. Cette cour que nous entretenons tous avec amour depuis 15 ans. Cette cour avec sa fontaine en pierre du XVIIIe siècle, ses rosiers grimpants, ses dalles anciennes que nous avons fait restaurer à nos frais. Et là, au milieu de tout ça, une crotte fumante de berger allemand. Je lève les yeux et je le vois. Monsieur Gallet, assis dans son salon, la télévision allumée, son reflet bleuté dansant sur les vitres. Il regarde droit devant lui, comme s'il ne m'avait pas vu, comme si la scène qui se déroulait à 3 mètres de sa fenêtre n'existait pas. Mon pied gauche est souillé, ma chaussure en cuir, celle que ma femme m'a offerte pour mes 50 ans, celle que je porte pour mes rendez-vous clients. Je sens l'odeur monter jusqu'à mes narines, cette odeur âcre, écœurante, qui me suit maintenant partout, dans ma voiture, dans mon bureau, dans mes cauchemars. Je reste là, immobile, pendant peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute. Le temps s'est arrêté. Je regarde mes pieds, je regarde sa fenêtre, je regarde les roses que nous avons plantées ensemble, les 6 familles, il y a 12 ans. Ces roses qui sont maintenant à moitié arrachées parce que son chien a décidé de creuser exactement là. Et quelque chose se brise en moi. Pas une colère explosive, non, quelque chose de plus profond. Une certitude froide qui s'installe dans ma poitrine. La certitude que cet homme ne changera jamais. Qu'il continuera à nous pourrir la vie, jour après jour, jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelque chose. Je m'appelle Laurent, j'ai 52 ans, je suis architecte, spécialisé dans la rénovation du patrimoine bordelais. J'ai passé ma vie à restaurer des bâtiments anciens, à préserver la beauté des pierres centenaires, à respecter l'histoire des lieux. Et voilà qu'un homme et son chien détruisent tout ce que nous avons construit ensemble dans cette cour. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez connu ce genre de situation. Ce voisin qui refuse toute règle, toute courtoisie, toute humanité. Si c'est le cas, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va arriver à Monsieur Gallet, ce n'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est le karma. Et le karma, parfois, il a des crocs. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher, parce que celle-ci, je vous le promets, elle vaut le détour. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Notre immeuble se trouve dans le quartier Saint-Pierre, au cœur du Vieux-Bordeaux. C'est un ensemble de 3 bâtiments du XVIIIe siècle disposés en U autour d'une cour intérieure pavée. 6 appartements ont accès à cette cour. 6 familles qui, pendant 15 ans, ont vécu ensemble dans une harmonie que je pensais indestructible. Il y a Madame Chen, au rez-de-chaussée gauche, une femme de 68 ans, ancienne professeure de piano au conservatoire. Elle vit seule avec son chat Mozart, un persan gris qui passe ses journées à dormir sur le rebord de la fontaine. Elle fait pousser des herbes aromatiques dans des pots en terre cuite alignés le long du mur sud. Au premier étage gauche, les Durand, un couple de trentenaires avec 2 enfants en bas âge. Lui est informaticien en télétravail, elle est sage-femme à l'hôpital Pellegrin. Leurs enfants, Emma et Lucas, jouent parfois dans la cour sous la surveillance de leur père. Ce sont des voisins discrets, respectueux, toujours prêts à donner un coup de main. Au deuxième gauche, Monsieur Bertrand, 75 ans, veuf depuis 3 ans, ancien cadre à la Banque de France. Il passe ses matinées à lire Le Figaro sur le banc de la cour, près de la fontaine. C'est lui qui arrose les plantes quand nous partons en vacances. De mon côté, au rez-de-chaussée droit, il y a ma femme Hélène et moi. Nous avons acheté cet appartement il y a 22 ans, quand notre fils Thomas avait 4 ans. Thomas est parti maintenant, il vit à Lyon avec sa compagne. Mais il revient souvent avec Maxime, notre petit-fils de 8 ans, qui adore jouer dans la cour. Au premier droit, l'appartement était occupé par les Lefebvre jusqu'à l'année dernière. Un couple adorable, retraité de l'Éducation nationale. Ils ont vendu pour se rapprocher de leurs enfants, en Bretagne. Nous avons pleuré le jour de leur départ. Si seulement nous avions su ce qui allait suivre. Et puis il y a le deuxième étage droit, l'appartement que les Lefebvre ont vendu, l'appartement qu'a acheté Monsieur Gallet. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré pour la première fois. C'était en mars dernier, un samedi matin. Le notaire venait de lui remettre les clés. Il est entré dans la cour avec un déménageur portant des cartons. Un homme d'une 50aine d'années, trapu, le crâne dégarni, une moustache grise mal taillée. Il portait un polo rouge délavé et des baskets usées. Je suis allé me présenter comme je le fais toujours avec les nouveaux arrivants. Je lui ai serré ma main, je
lui ai souhaité la bienvenue, je lui ai expliqué le fonctionnement de la copropriété, les charges, le syndic, les assemblées générales. Et surtout, la cour. Cette cour, nous l'avons transformée ensemble au fil des années. Quand nous sommes arrivés, elle était dans un état lamentable. Les dalles étaient fissurées, la fontaine ne fonctionnait plus, il n'y avait que de la mauvaise herbe et des détritus. Nous avons voté une rénovation complète il y a 12 ans. 35 000 € répartis entre les 6 propriétaires. Nous avons fait venir un paysagiste, un maçon spécialisé dans la pierre ancienne, un fontanier. Nous avons planté les rosiers, installé le banc, posé les jardinières. Et nous avons établi des règles, simples, de bon sens. On ne laisse pas traîner ses affaires dans les parties communes, on ne fait pas de bruit après 22 heures, on nettoie derrière soi, on respecte les plantations. Si on a un animal, on le surveille et on ramasse ses déjections. Ces règles n'ont jamais été un problème. Personne n'a jamais eu besoin qu'on les lui rappelle. C'était naturel, évident. Nous formions une communauté. Monsieur Gallet a hoché la tête pendant que je lui expliquais tout ça. Il avait l'air pressé, distrait. À un moment, il m'a interrompu pour dire qu'il avait compris, qu'il n'était pas idiot, qu'il savait vivre en société. J'aurais dû voir les signes dès ce moment-là. Cette façon de couper la parole, ce regard fuyant, cette impatience mal dissimulée. 3 jours plus tard, Rex est arrivé. Rex, un berger allemand de 40 kilos, noir et feu, les oreilles dressées, les crocs impressionnants. Je l'ai vu pour la première fois un mardi soir, en rentrant du bureau. Il était dans la cour, sans laisse, en train de renifler la fontaine. Gallet était assis sur le banc, son téléphone à la main, totalement absorbé par son écran. Le chien m'a regardé approcher. Il n'a pas bougé, mais j'ai vu ses muscles se tendre. Un grondement sourd est monté de sa gorge. Pas un aboiement, juste ce son grave, menaçant, qui vous fait comprendre que vous êtes à 2 secondes d'avoir des problèmes. J'ai ralenti le pas. J'ai dit bonsoir à Gallet. Il a levé les yeux de son téléphone, m'a fait un vague signe de tête et a dit quelque chose comme « Allez Rex, laisse le monsieur tranquille ». Rex n'a pas bougé. J'ai dû contourner la fontaine pour rejoindre ma porte. Ce soir-là, j'ai dit à Hélène que j'avais un mauvais pressentiment. Elle m'a répondu de ne pas m'inquiéter, que tout le monde avait besoin d'un temps d'adaptation. Elle avait raison sur le principe, tort sur le cas particulier. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu cette sensation de savoir dès le premier jour qu'un nouveau voisin allait devenir un cauchemar? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si je suis le seul à avoir ce genre d'intuition. La première semaine, j'ai trouvé des déjections près de la fontaine. Pas une, 3, en 3 jours différents. La première fois, j'ai pensé que c'était un oubli, ça peut arriver. On se retourne 2 secondes, le chien fait ses besoins, on ne s'en rend pas compte. J'ai nettoyé moi-même, sans rien dire. La deuxième fois, j'ai froncé les sourcils, mais j'ai encore laissé passer. La troisième fois, je suis allé frapper à sa porte. Poliment, calmement. Je lui ai expliqué qu'il y avait eu un petit problème de propreté dans la cour, que son chien avait probablement fait ses besoins sans qu'il s'en aperçoive, et que je voulais juste le lui signaler pour qu'il fasse attention à l'avenir. Il m'a regardé avec un air vaguement ennuyé, et m'a dit qu'il n'avait pas vu Rex faire ça, que c'était probablement un autre chien. Un autre chien? Dans une cour fermée à laquelle seuls 6 appartements ont accès. 5 d'entre nous n'avons pas de chien. Madame Chen a un chat qui fait ses besoins dans une litière, à l'intérieur. J'ai failli répondre quelque chose, mais je me suis retenu. J'ai souri, j'ai dit que ce n'était pas grave, que je voulais juste le prévenir. Je suis reparti en me disant qu'il avait peut-être vraiment pas vu, que c'était un malentendu. La deuxième semaine, mon petit-fils Maxime est venu passer le mercredi après-midi chez nous. Thomas et sa compagne avaient besoin de souffler, alors Hélène et moi avons proposé de garder le petit. 8 ans, des cheveux blonds en bataille, un sourire qui illumine une pièce. Maxime adore notre appartement, il adore la cour, il adore jouer à cache-cache derrière les jardinières. Ce jour-là, vers 16 h, je l'ai laissé sortir pendant que je finissais un appel professionnel. La cour était calme, le soleil de mars était doux. J'ai pensé qu'il ne risque rien. J'ai entendu le hurlement depuis mon bureau. Je me suis précipité dehors. Maxime était recroquevillé contre le mur, en larmes, les mains sur les oreilles. Rex était devant lui, à moins d'1 mètre, les crocs sortis, aboyant comme un possédé. Ce son de fureur canine, cette rage animale dirigée vers un enfant de 8 ans, je ne l'oublierai jamais. J'ai crié le nom du chien, j'ai tapé dans mes mains. Rex est retourné vers moi, a grogné, puis s'est éloigné en trottinant vers la porte de Gallet qui venait enfin de sortir sur son palier. J'ai pris Maxime dans mes bras. Il tremblait de tout son corps. Il répétait entre 2 sanglots qu'il avait juste voulu caresser le chien, qu'il ne comprenait pas pourquoi il était si méchant. Je me suis tourné vers Gallet. Ma voix tremblait de colère contenue.
Je lui ai dit que son chien venait de terroriser mon petit-fils, qu'il ne pouvait pas laisser un animal pareil en liberté dans un espace partagé, qu'il devait le tenir en laisse. Sa réponse m'a laissé sans voix. Il m'a dit que Rex était très gentil, qu'il voulait juste jouer, et que mon petit-fils était peut-être un peu trop sensible. Trop sensible. Un enfant de 8 ans terrorisé par un berger allemand de 40 kilos qui lui montrait les crocs. Trop sensible. J'ai serré Maxime contre moi et je suis rentré sans répondre. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Comment argumenter avec quelqu'un qui nie l'évidence? Si cette histoire vous met déjà en colère rien qu'en l'écoutant, cliquez sur le pouce bleu, parce que ce n'est que le début. La 3e semaine a été celle des rosiers. Ces rosiers, nous les avions plantés ensemble il y a 12 ans. 6 variétés différentes, une offerte par chaque famille. Les Lefebvre avaient choisi un rosier Pierre de Ronsard, aux fleurs roses et blanches. Madame Chen avait opté pour un Golden Celebration jaune vif. Monsieur Bertrand avait pris un Cardinal de Richelieu, pourpre profond. Les Durand, un Iceberg blanc pur. Hélène et moi avions choisi un Falstaff rouge sombre. Ces rosiers avaient grandi pendant 12 ans. Ils recouvraient maintenant une partie du mur sud, formant un rideau de fleurs au printemps et en été. Nous les taillons ensemble chaque année, en février. C'était devenu un rituel. Monsieur Bertrand apportait le sécateur, Madame Chen préparait du thé, nous passions un après-midi à discuter tout en entretenant nos plantes. Un matin de la fin mars, je suis sorti pour aller travailler et j'ai trouvé un champ de bataille. Rex avait creusé au pied des rosiers. Pas un peu, profondément, méthodiquement. Il avait déterré les racines de 3 d'entre eux. Le Pierre de Ronsard des Lefebvre était complètement arraché, couché sur le côté, les racines à l'air. Le Golden Celebration de Madame Chen avait perdu la moitié de son système racinaire. Notre Falstaff penchait dangereusement. La terre était retournée sur 2 mètres carrés. Des mottes de terreau étaient éparpillées sur les dalles. Les jardinières voisines avaient été renversées. On aurait dit qu'une pelleteuse était passée par là. Je suis resté figé pendant plusieurs minutes. Hélène m'a rejoint. Elle a mis sa main sur sa bouche. Elle n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Madame Chen est sortie peu après. Quand elle a vu son rosier, elle s'est mise à pleurer. Doucement, sans bruit, les larmes coulant sur ses joues ridées. Ce rosier, elle l'avait choisi parce qu'il lui rappelait le jardin de sa mère à Shanghai. Elle me l'avait dit le jour de la plantation. Monsieur Bertrand est descendu à son tour. Son visage s'est fermé. Je l'ai vu serrer les poings. Cet homme de 75 ans, toujours si calme, si mesuré, je l'ai vu vibrer de colère. Les Durand sont venus aussi, avec leurs enfants. Emma a demandé pourquoi les fleurs étaient par terre. Personne n'a su quoi lui répondre. Et Galet? Galet n'est pas descendu. Il est parti travailler comme si de rien n'était. Je l'ai vu quitter l'immeuble par le portail de la rue, sans même un regard vers la cour. Ce soir-là, je suis allé frapper à sa porte. Il m'a ouvert en survêtement, une bière à la main, le match de foot en fond sonore. Je lui ai montré les photos que j'avais prises. Les rosiers détruits, la terre retournée, les racines à l'air. Je lui ai dit que son chien avait causé des dégâts considérables, que ses plantes avaient plus de 10 ans, qu'elles représentaient une valeur sentimentale et financière pour tous les copropriétaires. Sa réponse m'a scié. Il m'a dit que les chiens avaient besoin de jouer, que c'était dans leur nature de creuser, et que si nous voulions un jardin parfait, il fallait habiter à la campagne. J'ai senti ma mâchoire se contracter. J'ai pris une grande inspiration. Je lui ai dit que nous allions devoir en parler en assemblée de copropriété, que ce genre de comportement n'était pas acceptable. Il a haussé les épaules. Il m'a dit de faire ce que je voulais, puis il a refermé la porte. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dites-moi dans quelle région vous habitez. Je suis curieux de savoir si ce genre de situation existe partout en France ou si c'est un privilège réservé aux Bordelais. Les semaines suivantes, la situation a continué à se dégrader. Les crottes dans la cour sont devenues quotidiennes, non pas 1 par jour, 2, parfois 3. Rex avait apparemment décidé que notre belle cour pavée était sa litière personnelle. Le matin en sortant, je devais slalomer entre les mines. Le soir, en rentrant, pareil. J'ai commencé à documenter, à prendre des photos, à noter les dates et les heures. Je savais, au fond de moi, que ça finirait devant le syndic, peut-être devant un tribunal. J'avais besoin de preuves. En avril, Rex a commencé à aboyer la nuit. Pas de temps en temps, régulièrement, à 23h, à minuit, à 2h du matin. Ce n'étaient pas des aboiements d'alerte courts et espacés, c'étaient des séries interminables, 10 minutes, 15 minutes, parfois plus. Notre chambre donne sur la cour. À travers les volets fermés, le son nous parvenait, atténué mais persistant.
Hélène a commencé à avoir des insomnies. Elle se réveillait au premier aboiement et n'arrivait plus à se rendormir. Monsieur Bertrand, au deuxième étage, m'a confié qu'il dormait maintenant avec des bouchons d'oreilles. À 75 ans, avec ses problèmes d'audition, il n'entendait plus son réveil le matin. Les Durand étaient au bout du rouleau. Leur fille Emma, 4 ans, avait développé une peur des chiens. Elle refusait de sortir dans la cour. Lucas, le petit de 2 ans, se réveillait en hurlant chaque fois que Rex aboyait. La tension montait. Je le sentais, nous le sentions tous. Et puis, il y a eu l'incident avec Mozart. Mozart, c'est le chat de Madame Chen, un persan gris de 12 ans, placide et affectueux. Ce chat passe ses journées à dormir. Il ne chasse pas, il ne court pas, il ne fait jamais de bêtises. Il aime se prélasser sur le rebord de la fontaine, au soleil. Un après-midi de mai, j'étais dans mon bureau, fenêtre ouverte, en train de travailler sur des plans. J'ai entendu un cri, pas un aboiement, un cri humain, la voix de Madame Chen. Je me suis précipité dehors. La scène que j'ai découverte restera gravée dans ma mémoire. Rex avait coincé Mozart contre le mur du fond. Le chat était recroquevillé, le dos arqué, crachant de terreur. Rex était à 30 cm, les crocs sortis, grognant. Et Madame Chen, cette femme de 68 ans, frêle et menue, était en train de frapper le chien avec un balai de toutes ses forces en hurlant des mots en mandarin. J'ai couru, j'ai attrapé Rex par le collier. Le chien s'est retourné vers moi, a grogné, mais j'ai tenu bon. J'ai crié à Madame Chen de prendre son chat et de rentrer. Elle a soulevé Mozart. Le chat saignait, des griffures sur le flanc, une oreille déchirée. Il miaulait faiblement. Galet est sorti de chez lui à ce moment-là. Il avait l'air agacé, comme si le bruit le dérangeait. Il m'a dit de lâcher son chien, que je lui faisais mal. Je l'ai lâché. Rex est retourné vers lui en trottinant. Et j'ai explosé. Je lui ai dit que son chien venait d'attaquer le chat de Madame Chen, qu'il y avait du sang, qu'il allait falloir emmener l'animal chez le vétérinaire, et que c'était lui qui allait payer. Il m'a répondu que c'était le chat qui avait provoqué Rex, qu'il n'avait qu'à pas traîner dans la cour et qu'il ne paierait rien du tout. J'ai failli le frapper. Je le jure devant Dieu, j'ai failli lever la main sur cet homme. Je me suis retenu de justesse. Le soir même, j'ai accompagné Madame Chen chez le vétérinaire. 3 points de suture sur l'oreille, antibiotiques, consultation de contrôle dans 1 semaine, 320 € de facture. Madame Chen n'a pas beaucoup d'argent. Sa retraite de professeur de conservatoire est modeste. Cette dépense imprévue l'a mise en difficulté. J'ai payé la moitié. Les Durand ont payé l'autre moitié. Nous nous sommes dit que nous récupérerions l'argent auprès de Galet. Nous avions tort. Quand nous lui avons présenté la facture, il a ri. Il nous a dit qu'il n'avait rien vu, qu'il n'y avait pas de témoin et que si le chat était blessé, c'était probablement parce qu'il s'était battu avec un autre chat. Un autre chat, dans une cour où il n'y a qu'un seul chat. La même logique absurde que pour les crottes. Qu'auriez-vous fait à ma place à ce moment-là? Partagez vos conseils en commentaire. J'étais à bout. Je ne savais plus quoi faire. C'est Hélène qui a trouvé la solution. Un soir de la fin mai, alors que nous étions au lit incapables de dormir à cause des aboiements, elle s'est tournée vers moi et m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de réagir au coup par coup. Il fallait une stratégie, une vraie. Elle avait raison. Nous avions passé 3 mois à subir, à nous plaindre, à essayer de raisonner quelqu'un qui refusait d'être raisonné. Il était temps de passer à l'offensive, légalement, méthodiquement. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Delmas, un avocat spécialisé en droit immobilier et en copropriété. Un ami d'enfance, quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Je lui ai exposé la situation. Les crottes quotidiennes, les aboiements nocturnes, les rosiers détruits, l'attaque du chat, le refus de payer, le mépris affiché. Il m'a écouté pendant 1 heure, prenant des notes. Puis, il m'a dit quelque chose qui m'a redonné espoir. Il m'a dit que la loi était de notre côté, que le règlement de copropriété était de notre côté, que le code civil était de notre côté. Mais que pour faire valoir nos droits, il fallait des preuves, solides, datées, irréfutables. Il m'a donné une liste, photos avec horodatage, témoignages écrits des autres copropriétaires, copies des lettres recommandées envoyées, procès-verbaux des assemblées générales, factures du vétérinaire, constats si possible. J'ai passé les 2 semaines suivantes à rassembler ce dossier. J'ai photographié chaque crotte, j'ai noté chaque aboiement nocturne avec l'heure précise. J'ai demandé à chaque voisin de rédiger un témoignage écrit, signé, de ce qu'ils avaient vu et subi. Tout le monde a accepté. Même les Durand, pourtant peu enclins au conflit, ont rédigé 3 pages détaillant l'impact sur leurs enfants.
J'ai ressorti le règlement de copropriété. Article 12. Les animaux domestiques sont tolérés à condition qu'ils ne causent aucune nuisance aux autres copropriétaires. Article 15. Chaque copropriétaire est responsable des dégâts causés par lui-même, les membres de sa famille ou ses animaux. J'ai relu les procès-verbaux des dernières assemblées générales. En 2018, nous avions voté une motion rappelant l'obligation de tenir les animaux en laisse dans les parties communes. Cette motion avait été adoptée à l'unanimité. Gallet n'était pas encore propriétaire, mais la motion était opposable à tout nouveau copropriétaire. J'ai contacté le syndic, Madame Fournier, une femme efficace que je connais depuis 15 ans. Je lui ai exposé la situation. Elle m'a dit qu'elle était au courant, qu'elle avait déjà reçu des plaintes de plusieurs copropriétaires, mais qu'elle ne pouvait agir qu'avec un mandat de l'Assemblée. Nous avons donc convoqué une Assemblée générale extraordinaire. La date a été fixée au 15 juin, un jeudi soir, 19 h, salle de réunion du syndic, rue Sainte-Catherine. J'ai préparé cette assemblée comme j'aurais préparé un procès. Dossier complet, photos classées par date, témoignages numérotés, chronologie détaillée des incidents, estimation des dégâts matériels. Le soir de l'Assemblée, nous étions tous là. Madame Chen, tremblante mais déterminée. Monsieur Bertrand, le visage fermé. Les Durand, les traits tirés par les nuits sans sommeil. Hélène et moi. Le nouveau locataire du deuxième gauche qui avait remplacé les Lefebvre, un jeune couple qui n'avait encore vécu le calvaire mais qui avait entendu les aboiements. Et Gallet. Gallet était là aussi. Il avait le droit d'être là. C'était son assemblée autant que la nôtre. Il est arrivé en retard, l'air décontracté, comme s'il allait à un apéritif entre amis. Madame Fournier a ouvert la séance. Elle a lu l'ordre du jour. Point unique, trouble de voisinage causé par le chien d'un copropriétaire. J'ai pris la parole. J'ai exposé les faits de manière chronologique, document à l'appui. 3 mois de nuisances quotidiennes, 53 photos de déjection, 28 nuits de sommeil perturbées documentées, 3 rosiers détruits, valeur estimée à 400 €, un chat blessé, facture vétérinaire de 320 €. Chaque copropriétaire a ensuite témoigné. Madame Chen a raconté l'attaque de Mozart, la voix brisée par l'émotion. Les Durand ont décrit l'impact sur leurs enfants, les cauchemars, les pleurs. Monsieur Bertrand a parlé de ses insomnies, de sa santé déclinante. Puis nous avons donné la parole à Gallet. Il a haussé les épaules. Il a dit qu'on exagérait, que son chien était gentil, que nous étions des hystériques et que si nous n'aimions pas les animaux, nous n'avions qu'à déménager. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madame Fournier a repris la parole. Elle a proposé un vote sur une motion de mise en demeure. Gallet devrait, sous 15 jours, tenir son chien en laisse dans les parties communes, ramasser systématiquement les déjections et prendre des mesures pour réduire les aboiements nocturnes. En cas de non-respect, des poursuites judiciaires seraient engagées aux frais du contrevenant. Vote à main levée. 5 voix pour, 1 voix contre. Motion adoptée. Gallet s'est levé. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je pouvais me la mettre où je pensais, ma mise en demeure, et qu'il ferait ce qu'il voudrait chez lui. Puis il est sorti en claquant la porte. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé la lettre de mise en demeure dans le bac de recyclage de la cour. Gallet l'avait jetée sans même l'ouvrir. J'ai pris une photo. Une preuve de plus. À tous ceux qui vivent actuellement des problèmes de voisinage, vous n'êtes pas seuls. Cette sensation d'impuissance, cette rage froide, cette impression que la justice n'existe pas, je les connais, je les ai vécues. Mais gardez espoir. Parfois, la vie se charge de remettre les pendules à l'heure. Les jours qui ont suivi ont été les pires. Gallet a redoublé de provocations, comme s'il voulait nous montrer qu'il n'avait peur de rien, de personne. Rex était dans la cour du matin au soir, sans laisse. Les crottes se sont multipliées. J'en ai compté 4 en une seule journée. Les aboiements nocturnes ont repris de plus belle. Une nuit, Rex a hurlé pendant 45 minutes d'affilée. J'ai chronométré. Madame Chen ne sortait plus de chez elle. Elle avait peur pour Mozart. Le chat, traumatisé par l'attaque, ne voulait plus aller dans la cour de toute façon. Il restait terré sous le lit, refusant de manger. Les Durand ont commencé à chercher un autre appartement. Ils ne m'ont pas dit directement, mais j'ai vu les alertes immobilières sur leur téléphone un jour où nous discutions dans l'entrée. L'idée qu'ils puissent partir à cause de cet homme me rendait malade. Ils étaient là depuis 7 ans. Leurs enfants avaient grandi dans cette cour. Nous avions construit quelque chose ensemble. Et Gallet détruisait tout. J'ai contacté Maître Delmas pour passer à l'étape suivante. Il m'a conseillé de faire appel à un huissier de justice pour établir un constat officiel des nuisances. Un document irréfutable, avec valeur légale. J'ai pris rendez-vous avec Maître Bonneau, huissier rue du Loup. Il est venu un matin à l'improviste.
Il a photographié les déjections, mesuré le niveau sonore des aboiements, consigné l'état des rosiers. Son constat faisait 12 pages de preuves accablantes. Avec ce document, j'aurais pu aller au tribunal d'instance. J'aurais pu demander des dommages et intérêts, une astreinte journalière, peut-être même l'expulsion du chien. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que la vie a décidé de s'en charger elle-même. Le 28 juin, je m'en souviendrai toujours. Un mercredi, début d'été. Il faisait chaud, le genre de chaleur lourde qui annonce l'orage. Ce matin-là, je travaillais depuis la maison. Un projet de rénovation d'un hôtel particulier rue Vital-Carle, un dossier complexe qui demandait toute ma concentration. Vers 11 heures, j'ai entendu des cris dans la rue. Pas dans la cour, dans la rue. Je me suis approché de la fenêtre qui donne sur la voie publique. Et j'ai vu Rex, dans la rue, sans laisse, sans surveillance. Il courait comme un fou, zigzagant entre les voitures garées. Et il poursuivait quelqu'un. Une cycliste, une femme en tailleur sur un vélo de ville qui pédalait désespérément pour lui échapper. La scène s'est déroulée en quelques secondes. Rex a rattrapé le vélo. Il a mordu le mollet de la cycliste. Elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée. Le bruit de la chute, le cri de douleur, le hurlement du chien. Je suis sorti en courant. Quand je suis arrivé, la femme était au sol, le vélo sur elle. Sa jambe saignait. Son tailleur était déchiré. Elle pleurait de douleur et de peur. Rex était toujours là, tournant autour d'elle en grognant. Des passants s'étaient arrêtés. Quelqu'un a appelé les secours. Quelqu'un d'autre a appelé la police. J'ai essayé d'éloigner Rex, mais il ne m'obéissait pas. C'est seulement quand Gallet est enfin sorti de l'immeuble, plusieurs minutes plus tard, que le chien s'est calmé. Gallet était en pyjama. Il avait visiblement dormi. Il a regardé la scène avec un air ahuri, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Les pompiers sont arrivés, puis la police municipale, puis les services de la fourrière. La femme a été emmenée aux urgences. Morsure profonde au mollet, contusions multiples, choc émotionnel. Les policiers ont pris les dépositions. La mienne, celle des passants, celle de Gallet qui bafouillait des explications confuses sur un portail qui était resté ouvert par accident. Le responsable de la fourrière a demandé à voir les papiers de Rex. Numéro d'identification, carnet de vaccination, attestation d'assurance responsabilité civile. Gallet est devenu pâle. Il a dit qu'il avait tout ça quelque part, qu'il fallait qu'il cherche. Le responsable lui a laissé 10 minutes. Gallet est remonté chez lui. Il est redescendu les mains vides. Il n'avait rien. Pas de numéro de puce, pas de vaccin anti-rabique à jour, pas d'assurance. Rex n'était même pas déclaré à la mairie alors que c'est obligatoire pour les chiens de plus de 20 kilos en zone urbaine. Le responsable de la fourrière a secoué la tête. Il a dit qu'il était dans l'obligation d'emmener l'animal pour vérification sanitaire et administrative. Rex a été mis dans une cage et chargé dans le véhicule. Gallet a protesté. Il a crié que c'était son chien, qu'on n'avait pas le droit. Le policier lui a expliqué calmement qu'au contraire, la loi était très claire et qu'il risquait gros. Après le départ de la fourrière et de la police, je suis resté sur le trottoir, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Et puis, j'ai appris quelque chose qui a transformé cette journée en chef-d'œuvre de karma cosmique. La cycliste blessée. Cette femme en tailleur qui se rendait à son travail. Elle s'appelait Caroline Mercier. Et elle était avocate, spécialisée en dommages corporels. Si vous pensez que j'ai bien fait de rester patient, de ne pas céder à la violence, de faire confiance à la vie, faites-le moi savoir avec un like. Parce que la suite de cette histoire va vous prouver que parfois, la meilleure vengeance, c'est de ne rien faire du tout. Les semaines qui ont suivi ont été un festival de conséquences pour M. Gallet. La première est tombée 3 jours après l'incident. Un courrier recommandé de la préfecture. Amende de 750 € pour détention d'un chien non déclaré en zone urbaine, absence de vaccination obligatoire et défaut d'assurance responsabilité civile animale. La deuxième est arrivée 1 semaine plus tard. Une convocation à la fourrière municipale pour un entretien sur le statut de Rex. J'ai appris plus tard ce qui s'était passé lors de cet entretien, par le bouche à oreille du quartier. Rex avait été examiné par un vétérinaire comportementaliste mandaté par la préfecture. Le diagnostic était sans appel. Chien présentant des troubles comportementaux sévères, agressivité anormale, absence de socialisation, dangerosité avérée.
Sur la base de ce diagnostic et de l'incident de morsure, la préfecture avait classé Rex en catégorie 2, chien de garde et de défense. Ce classement impliquait des obligations strictes, déclaration en mairie, évaluation comportementale annuelle, assurance spécifique, stérilisation et surtout détention dans un espace clos et sécurisé. Pour récupérer Rex, Gallet devait fournir une attestation de formation de propriétaire de chiens dangereux, un certificat vétérinaire de stérilisation, une assurance responsabilité civile majorée et la preuve d'un enclos sécurisé sur sa propriété. Un enclos sécurisé dans un appartement au 2e étage d'un immeuble du XVIIIe siècle, sans jardin privatif, sans balcon assez grand. C'était tout simplement impossible. Gallet a eu 1 mois pour se conformer à ces exigences. Il n'a rien fait, probablement parce qu'il ne pouvait rien faire. À la fin du délai, Rex a été confisqué définitivement et confié à une association de réhabilitation canine. Un éducateur professionnel, quelque part dans le Périgord, a accepté de prendre en charge son cas. Avec du temps, de la patience et un environnement adapté, Rex pourrait peut-être devenir un chien équilibré. Mais il ne reviendrait jamais à Bordeaux, il ne détruirait plus jamais nos rosiers, il n'aboierait plus jamais à 2 heures du matin. Et ce n'était pas fini. Maître Caroline Mercier, la cycliste blessée, a porté plainte et engagé une procédure civile pour obtenir réparation de ses préjudices. Ces préjudices étaient conséquents. 3 semaines d'arrêt de travail, des séances de kinésithérapie, un traumatisme psychologique nécessitant un suivi, des vêtements professionnels détruits, un vélo haut de gamme endommagé. Sans assurance, Gallet devait payer de sa poche. Et quand on est face à une avocate spécialisée en dommages corporels, on ne négocie pas en position de force. J'ai su par la suite, toujours par le bouche à oreille, que le montant total avoisinait les 5 800 €. Frais médicaux, préjudice moral, remplacement des effets personnels, honoraires d'avocat de la partie adverse. 5 800 €, plus les 750 € d'amende, plus les frais de fourrière, plus les consultations vétérinaires obligatoires qu'il n'avait pas faites. Au total, l'incompétence et l'irresponsabilité de Gallet lui ont coûté près de 7 000 €. 7 000 €! Parce qu'il n'avait pas voulu tenir son chien en laisse, parce qu'il n'avait pas voulu ramasser les crottes, parce qu'il n'avait pas voulu écouter ses voisins. Mais le karma n'en avait pas fini avec lui. Suite à l'incident, j'ai contacté Maître Delmas pour lui demander s'il était possible de poursuivre Gallet pour les dommages antérieurs, les rosiers détruits, les frais vétérinaires de Mozart, le préjudice moral collectif. Il m'a dit que oui, c'était possible, que nous avions maintenant un dossier en béton, que le classement de Rex en chien dangereux confirmait rétroactivement toutes nos plaintes, que nous pouvions demander le remboursement intégral des dommages, plus des dommages et intérêts pour troubles de jouissance. J'ai soumis cette proposition aux autres copropriétaires lors d'une assemblée informelle. Tout le monde était d'accord. Nous allions poursuivre. Maître Delmas a envoyé une mise en demeure à Gallet. Remboursement des rosiers, de la facture vétérinaire, indemnisation pour les nuits de sommeil perdues. Total demandé, 2 400 €. Gallet a reçu la lettre un vendredi. Le lundi suivant, un virement de 2 400 € arrivait sur le compte du syndic. Pas un mot d'excuse, pas une explication, juste l'argent, le silence de quelqu'un qui sait qu'il a perdu. Nous avons utilisé cet argent pour replanter les rosiers, des plants plus jeunes, plus vigoureux. Un paysagiste est venu refaire le travail. La cour a retrouvé sa beauté. Madame Chen a emmené Mozart chez un comportementaliste félin. Après quelques séances, le chat a recommencé à sortir dans la cour. Il a retrouvé son rebord de fontaine préféré. Les Durand ont annulé leur recherche d'appartement. Emma et Lucas jouent de nouveau dehors. Leur rire résonne entre les murs de pierre. Monsieur Bertrand dort sans bouchon d'oreille. Il a repris ses lectures matinales sur le banc. Et moi, je sors chaque matin dans une cour propre, je respire le parfum des roses, je bois mon café sur le pas de ma porte en regardant le soleil illuminer la fontaine. Le silence, le calme, la paix. Gallet habite toujours en face. Je le croise parfois dans la cour, dans les escaliers, dans la rue. Il ne me regarde plus, il ne parle à personne. Il rentre chez lui, il en sort, tête baissée, comme un fantôme. Je ne ressens aucune joie à le voir ainsi. Pas de satisfaction vengeresse, juste du soulagement. L'épreuve est terminée. Parfois, je repense à ces mois de calvaire, aux nuits sans sommeil, à la colère, à l'impuissance, au désespoir même certains jours. J'ai appris des choses sur moi-même pendant cette période. J'ai appris que j'étais capable de patience, beaucoup plus que je ne le pensais. J'ai appris que la solidarité entre voisins, quand elle existe vraiment, est une force immense.
J'ai appris que le système judiciaire français, malgré sa lenteur, finit par protéger ceux qui ont raison. Et j'ai appris que le karma existe. Pas toujours, pas pour tout le monde, mais parfois, quand quelqu'un accumule les mauvaises décisions, quand il ignore les avertissements, quand il méprise les autres avec une arrogance aveugle, la vie se charge de lui présenter la facture. Gallet n'a pas été puni par mes soins, il s'est puni lui-même. Par sa négligence, par son orgueil, par son refus obstiné de respecter des règles simples de vie en société. Rex court maintenant dans les prairies du Périgord. Il apprend à vivre avec d'autres chiens, sous la supervision d'un professionnel qui sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il deviendra un bon chien finalement. Ce n'était pas sa faute. Il n'avait jamais eu une chance avec un maître pareil. Mon petit-fils Maxime est revenu jouer dans la cour le mois dernier. Il a 8 ans et demi maintenant. Il n'a plus peur des chiens. Ou plutôt, il a une peur raisonnable, celle qui nous protège, pas celle qui nous paralyse. Il m'a demandé où était passé le gros chien méchant. Je lui ai dit qu'il était parti à la campagne, là où il serait plus heureux. Il a hoché la tête et il est retourné jouer à cache-cache derrière les jardinières. Hélène et moi avons retrouvé notre sommeil. Nos soirées sur la terrasse, notre vie d'avant. Les rosiers fleurissent de nouveau. Le pierre de Ronsard que nous avons replanté commence à grimper le long du mur. Dans quelques années, il sera aussi beau que l'ancien. La vie reprend ses droits. Vous avez votre propre histoire de voisin cauchemardesque? Racontez-la dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire vos expériences. Et si vous avez traversé des épreuves similaires, sachez que ça finit par s'arranger. Pas toujours comme on l'imaginait, pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, mais ça s'arrange. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette histoire. Cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et souvenez-vous, parfois, la meilleure vengeance, c'est de ne rien faire, juste d'attendre que la négligence de quelqu'un le rattrape. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle histoire.